Hello les amis, c'est Gaëlle et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Âme-toi. Les amis, comment ça va aujourd'hui ? De mon côté, ça va très très bien. Comme toujours quand je vous retrouve pour faire un épisode de podcast, donc je suis trop contente. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet forcément qui me tient très à cœur. C'est plus trop un secret. On va parler d'amour, mais de manière différente. Je pense que c'est un sujet que j'ai peu abordé, en tout cas que j'ai pas abordé en profondeur, et j'ai envie de le faire aujourd'hui. Et donc ça va être plutôt de déconstruire l'amour, en fait, sur ce qu'on croit, ce qu'on ressent, ce qu'on vit. J'ai envie de parler de ce sujet parce que c'est quelque chose que je travaille beaucoup depuis un certain temps. Et je me suis rendu compte que j'avais une vision de l'amour très claire et très carrée. Et en fait, je trouve que c'est super intéressant, après avoir eu des échanges avec d'autres personnes qui ont des visions différentes de la mienne, de voir qu'en fait l'amour c'est pas forcément la définition qu'on s'en fait. On a tous une définition particulière de l'amour et voilà, ça me semblait intéressant de parler de tout ça, de voir à quel point l'amour peut autant nous élever que nous faire souffrir. Et l'objectif de cet épisode, c'est de nous interroger sur ce qu'on croit savoir de l'amour et ouvrir un peu sa réflexion. Parce que je pense que justement, le fait de rester ancré dans une certaine vision peut aussi nous amener pas mal de souffrance. En tout cas, c'est la conclusion que je m'en fais. Et je pense que c'est un vaste sujet dont on pourrait parler pendant des heures. Donc voilà, je vais éviter de faire un podcast qui dure des heures. Mais en tout cas, c'est parti. Donc pour commencer, ce que je pense, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'on croit être l'amour et ce qu'on nous a transmis. Et en fait, moi, pendant des années et des années, je me suis même pas posé cette question, en fait, sur pourquoi j'avais ma vision de l'amour et voilà, c'est cette image, comme je le disais, très carrée, je vais développer un peu plus tard. En fait, d'où ça vient ? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que je pense sincèrement croire être de l'amour ? Ou est-ce que c'est ce qu'on m'a transmis dans ma culture, mon éducation, la société, etc. Et je pense qu'il y a une réelle différence entre les deux. Parce que bon, c'est plus un secret, il y a vraiment l'image qu'on en a par rapport à quand on grandit, déjà les films, les contes, les Disney, ça j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, il y a vraiment l'image idyllique qu'on nous transmet, surtout les filles, je trouve, dans l'enfance, de vraiment ces images de contes de fées, de ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, enfin vous voyez un petit peu le schéma. Donc il y a vraiment ce qu'on nous a transmis par ce biais-là, donc en gros de la société. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'injonctions de trouver la bonne personne. Ça, c'est quelque chose qu'on dit, on se dit très tôt, de trouver la bonne personne. Mais qu'est-ce que c'est exactement, la bonne personne ? Est-ce que vraiment la bonne personne parfaite existe ? Le fait de vraiment aimer à tout prix, que limite c'est une obligation. Dès l'enfance, en fait, on grandit dans l'idée de plus tard, on va grandir, on va se marier, on aura des enfants, on aura une personne et voilà. J'espère que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on nous a transmises via la famille, donc l'éducation, la culture. Il y a une différence entre notre culture occidentale et plein d'autres cultures dans le monde qui ont des visions totalement différentes. Il y a la partie religion aussi. Alors pour ma part, je suis pas dans la religion, mais pour les personnes qui grandissent avec une éducation religieuse, il y a aussi des croyances et des injonctions qui sont transmises très très tôt. Et du coup, en fait, je me demande quelle définition implicite ou explicite ça amène. Parce que forcément, ces modèles qu'on a reçus depuis l'enfance, vraiment très tôt, ça a forcément un impact sur nos relations quand on grandit, sur nos attentes, sur notre dépendance, sur notre peur de l'abandon, notre peur du rejet. Il y a plein de choses qui découlent de tout ça.
Et honnêtement, comme je le disais là quand j'ai démarré l'épisode, vraiment, moi, pendant très 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 longtemps, je me suis même pas posé la question. Et en fait, c'est avec le temps, les années qui passent, les différentes relations que j'ai pu avoir, etc., où je me suis rendu compte que finalement, ma vision, elle était peut-être biaisée par plein d'aspects. Et j'ai pris beaucoup de recul et je me suis posé la question de, ok, il y a toutes ces choses qui m'ont été transmises, que je le veuille ou pas. Et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire aujourd'hui, en fait, finalement, quelle est ma vision de l'amour à moi? Et ça, je pense que c'est hyper important de pouvoir répondre à cette question pour construire des relations saines. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend de se poser ce genre de questions, en tout cas. Et du coup, c'est pour ça que je suis là, justement, pour se poser, s'ouvrir un petit peu. Ce que j'ai envie de transmettre dans mes épisodes, c'est vraiment aussi amener, en tout cas pouvoir amener à plus penser par soi-même et se détacher un petit peu de toutes les injonctions et de ce qu'on nous a transmis quand on était plus jeune, dans l'enfance, etc. Parce que voilà, je trouve que déjà c'est extrêmement intéressant et ça permet d'aller vers beaucoup plus d'épanouissement, de sortir un petit peu de tout ça et de se poser et de faire le point et vraiment de se dire ok, il y a tout ce qu'on m'a inculqué, mais qu'est-ce que moi je veux vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et qu'est-ce que tout ça, ça représente pour moi en fait? Et justement, cette question, j'ai envie de vous la poser. Donc, dommage que là, j'ai pas un public en face de moi et qu'on soit pas en live pour que vous puissiez me répondre directement, parce que franchement, ce serait trop bien. J'ai hâte d'avoir vos retours justement par rapport à ça et que vous veniez papoter avec moi sur Insta sur votre vision. Mais déjà, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Vraiment, c'est une vraie question. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, vraiment, je me suis même pas posé la question. En fait, tout s'est fait comme ça de manière naturelle par rapport à tout ce qu'on m'a inculqué depuis toujours. Et je me suis posé cette question là, on va dire, il y a peut-être un an, la période où j'étais célibataire, où je suis un petit peu sortie d'enchaînement de relations qui ont duré plusieurs années, où j'ai vraiment fait ce travail de me retrouver, savoir ce que je voulais, comment, etc. Et j'avais pas, en fait, ça m'a même pas traversé l'esprit avant de me poser la question. Et du coup, je me dis, si moi je suis passée par là, il y a sûrement des personnes qui m'écoutent aujourd'hui où ça devait être le cas. Donc ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Donc je ferme cette parenthèse et là, donc dans un premier temps, j'ai envie d'aborder les différentes formes d'amour. Parce que la première forme à laquelle on va penser, c'est l'amour romantique en fait. L'amour amoureux, c'est forcément le plus médiatisé. Quand on parle d'amour, automatiquement, on va forcément penser à ça en premier. Donc, comme je disais, c'est ce qu'on retrouve dans les films, dans les chansons, dans les livres. Et souvent, en tout cas dans l'image qu'on nous transmet, que la société nous transmet, il va être représenté comme passionnel, fusionnel, exclusif, où vraiment il y a ce lien ultra puissant, le coup de foudre, toutes ces choses-là qui sont magnifiques. Hein. Alors moi, forcément, je vais pas forcément aller à l'encontre de ça parce que je suis une amoureuse de l'amour, je suis une grande romantique. Donc j'ai envie de continuer à croire à ça et je suis pas du tout... le but de cet épisode, il est pas du tout là pour casser ça. Il est juste là pour parler des différentes formes d'amour qui existent et permettre peut-être à des personnes qui m'écoutent de déculpabiliser et de se poser un peu plus ces questions-là sur ce qu'elles veulent vraiment. Et en me posant en tout cas toutes ces questions-là, je me suis rendu compte que effectivement, cette forme-là d'amour fusionnel, passionnel, exclusif, ces histoires de coups de foudre, d'injonction on est complet qu'à deux, on rencontre sa moitié, ça c'est des phrases qu'on entend souvent. Elle peut aussi être piégeuse. Il va y avoir des modèles associés préétablis de l'amour fusionnel, de on ne fait plus qu'un. Et là, du coup, en fait, on confond l'autre avec nous-mêmes et on peut avoir tendance à complètement s'oublier dans ce genre de relation. Spoiler alert, totalement le schéma dans lequel je me suis retrouvée pendant des années et des années et qui a fait que mes relations, elles ont fini par s'arrêter parce que vraiment, je ne vivais qu'à travers l'autre et au travers de ma relation. Et j'en ai complètement perdu mon identité. Donc je pense que c'est bien beau de voir dans les films et dans les séries, lire dans les livres des amours qui sont beaux comme ça, mais attention, il y a quand même une tendance qui est à l'inverse,
de l'autre côté du miroir où ça peut être assez malsain pour soi-même parce qu'on s'oublie complètement dans la relation et le jour où la relation s'arrête, eh ben c'est extrêmement, extrêmement compliqué parce qu'en fait, on ne sait plus du tout qui on est, parce qu'on a vécu complètement au travers d'une relation et on a construit notre identité à travers cette relation. Et ça, vraiment, j'en avais parlé dans un podcast de la saison 1 des épisodes de podcast que j'avais fait où j'avais abordé comment surmonter une rupture amoureuse. Et en tout cas, dans mon cas, ce qui avait été extrêmement difficile dans ma précédente rupture, ça a été justement ce sentiment de perte d'identité et que je me suis fait toute seule. Hein. C'est pas du tout une résultante de mon conjoint qui était toxique par rapport à ça, machin. C'est vraiment moi qui me suis totalement créé cette identité au travers de ma relation. Et du coup, je m'y suis complètement perdue. Et quand cette relation s'est arrêtée, je suis passée par une vraie crise identitaire. Ça a été extrêmement compliqué. Et j'ai eu l'impression de devoir me reconstruire de A à Z, de plus savoir qui j'étais et de devoir reconstruire cette image de qui je suis, ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi, etc. Enfin, des choses, revenir à la base en fait finalement. Donc au final maintenant, ça m'a beaucoup aidé de passer par là, mais je me dis que si je m'étais questionnée là-dessus un petit peu plus tôt, ça aurait peut-être pu m'aider ou se passer différemment. Enfin après, pas de regret, si ça s'est fait comme ça, c'est que ça s'est fait comme ça. Mais voilà, en tout cas c'est pour ça que ça me paraît intéressant de parler de tout ça. Il va y avoir aussi le modèle de l'amour sauveur, de l'amour qui va me guérir, qui va me réparer. Donc ça, forcément, c'est pas forcément très sain parce qu'on met beaucoup de responsabilités sur les épaules de la personne avec qui on partage sa vie. Et ça peut faire peur aussi à la personne en face. C'est énormément de responsabilités qu'on lui met sur les épaules. Et il faut savoir que, à mon sens, le fait de savoir se réparer, se guérir, en tout cas, il y a personne d'autre que nous-mêmes qui en avons la responsabilité. Et ça, c'est important d'en prendre conscience aussi, je pense. Et il y a aussi cette injonction de le couple comme accomplissement suprême de soi, forcément, si à tel âge on n'est pas en couple, casé avec des enfants ou pas, mais en tout cas si on n'est pas dans cette notion de couple, c'est comme un échec, comme si on n'avait pas réussi à s'accomplir soi-même, alors que non, pas forcément, il y a plein d'autres choses, heureusement dans la vie qui passent par l'accomplissement de soi. Donc voilà. Voilà le début de ma pensée. Je pense que cet épisode va être long, donc sorry d'avance. Je pense que je le dis à chaque fois, donc je vais arrêter de le dire. Mais en gros, j'ai l'impression que quand on parle d'amour amoureux, en tout cas, on pense souvent à ce modèle bien précis, un couple homme-femme, une relation exclusive, monogame et durable. Alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment ce modèle-là qui est le plus répandu. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de crises identitaires, parce qu'il y a des personnes qui ne se retrouvent pas du tout dans ce modèle-là. Et franchement, c'est OK. Encore une fois, je sais que ce modèle peut convenir à beaucoup de personnes, à moi la première, parce que c'est effectivement dans ce modèle-là que je me retrouve. Mais en tout cas, c'est pas... il y a d'autres personnes qui ne se reconnaissent pas forcément dans ce modèle. Et du coup, ça peut créer énormément de difficultés pour ces personnes-là. Je pense que si on ne se laisse exister que sur ce seul modèle-là comme la norme, ça peut devenir enfermant. Comme je le disais avant, ça peut... parce que honnêtement, même moi qui suis dans ce modèle-là, si maintenant je commence à me projeter dans l'avenir et me dire dans 50 ans, je sais pas, je dis 50 ans, mais pour tout le restant de mes jours, je vais rester avec la même personne tous les jours. Je ne vais voir personne d'autre, je ne vais avoir de relation qu'avec cette personne-là, très honnêtement, ça peut faire peur. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt partisane des personnes qui voient un peu la vie au jour le jour et qui se projettent pas trop, même si bien entendu je me projette avec mon conjoint, heureusement. J'ai envie de réaliser plein de choses avec lui, etc. Mais en tout cas, si je me projette vraiment quand j'aurai 80 ans, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, c'est pas que j'ai pas envie de passer le restant de mes jours avec mon conjoint, parce que voilà, je l'aime, je suis très bien dans ma relation et je sais qu'on est en train de construire quelque chose de beau. Mais je suis aussi consciente qu'à un moment donné aussi, on peut évoluer, on peut changer, on peut ne plus se correspondre et ça peut s'arrêter, ou il peut y avoir des besoins à un moment donné qui arrivent au cours de la relation. Et à mon sens, c'est important d'ouvrir un petit peu son esprit pour avoir la capacité d'en parler.
C'est surtout ça, en fait, que je me dis, c'est que plutôt que d'avoir des non-dits, des tabous, des sujets qu'on n'aborde pas, je pense, en tout cas, et une fois de plus, ma vérité n'est pas la vérité absolue, mais je pense que c'est intéressant de se pencher, en tout cas d'ouvrir son esprit sur toutes les différentes formes d'amour qu'il peut y avoir, plutôt que de rester enfermé dans un modèle. Parce que en pensant comme ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup de relations qui s'arrêtent et c'est un peu dommage parce qu'il y a un manque de communication et d'ouverture d'esprit sur ce sujet-là. En tout cas, c'est vraiment ma réflexion personnelle. Je me dis que le jour où mon conjoint n'est plus épanoui dans la relation, je veux qu'il se sente dans une safe place et qu'il puisse en parler librement sans avoir la peur que je réagisse mal ou que je le culpabilise, etc. Et dans les deux sens, hein, dans mon sens c'est pareil. Je pense que les bases d'une relation saine, c'est de déjà pouvoir, même si on est dans ce modèle de relation d'entrée qui nous convient, qu'on puisse se dire que le jour où il y a des besoins qui arrivent, qui ne sont pas forcément là aujourd'hui, qu'on puisse en tout cas avoir l'intelligence et assez de recul pour pouvoir se dire les choses sans tabou. En tout cas, c'est un discours que je n'avais pas il y a plusieurs années en arrière, je pense, et qu'aujourd'hui, je pense qu'il est important de pouvoir avoir. Déjà, ça, c'est une base. Il y a aussi une certitude, c'est que il y a des personnes qui se retrouvent pas du tout dans ce modèle de relation, comme je disais, monogame, relation couple, homme-femme, exclusive et durable. Voilà, c'est totalement ok, que ce soit par leur orientation, leur façon d'aimer, leur besoin de liberté ou leur manière de vivre des liens. Et je pense que ce décalage, comme je disais, il peut créer beaucoup de culpabilité, comme si c'était pas normal. Comme si ça renvoyait aussi à une instabilité ou pire, être une mauvaise personne, alors que honnêtement, je pense pas. Heureusement, sur cette terre, on est plein d'êtres humains différents et on a tous des manières de voir les choses de manière différente. Donc ça fait pas de nous des mauvaises personnes si maintenant il y a des personnes autour de nous qui ont une vision différente. C'est totalement ok et je pense que c'est important de pouvoir l'accepter aussi. En tout cas, encore une fois, je vais pas le répéter 15 fois dans cet épisode, mais vous l'aurez compris, je vous partage vraiment le fil de mes pensées et ma vérité n'est pas la vérité absolue. Voilà. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Justement, c'est aussi le but de ces épisodes-là, c'est de créer des échanges et un peu d'ouvrir des débats. Et je serais très, très, très curieuse et très, très heureuse d'échanger avec vous sur ce sujet, que vous soyez d'accord avec moi ou non. Après, je vous dis ça, mais j'imagine, voilà, je sais que c'est pas évident. Moi, je sais que le jour où mon conjoint vient me voir et qui me dit, en fait, dans la relation, il y a quelque chose qui me convient plus, j'ai envie, par exemple, je sais pas, moi, je vous donne un exemple d'ouvrir la relation, etc. Je vais pas lui dire, ah oui, oui, génial, super, voilà, ça peut être compliqué pour moi aussi. Mais justement, je m'interroge déjà maintenant et je me dis, ok, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça viendrait réveiller chez moi ? Comment on peut faire en sorte de répondre aux besoins de l'un et l'autre à l'instant T pour que ce soit sain. Alors je dis pas qu'il faut céder à tout et à rien si ça ne nous correspond pas non plus. Mais en tout cas, j'ai envie d'être dans cette réflexion où je veux ouvrir le dialogue et faire en sorte de pouvoir trouver l'option, en tout cas, ou les options qui conviennent le mieux à mon conjoint et à moi, tout en respectant nos besoins, nos limites à chacun. En tout cas, ce que je pense, en réalité, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne manière d'aimer. Je pense qu'il y a autant de manières d'aimer qu'il y a d'êtres humains sur cette terre, et que l'important, c'est que ce soit aligné, respectueux, consenti et librement choisi aussi, que vraiment les limites de chacun soient respectées, les besoins de chacun soient respectés, qu'on fasse les choses aussi de manière à se respecter. Je pense que voilà, il faut pas là ce que je vous partage, c'est pas dans le sens où tomber dans le truc de ok, je dis oui à l'autre pour lui faire plaisir, mais moi ça me convient pas du tout parce que ça c'est pas du tout sain. Et je pense qu'il y a une réelle difficulté du coup à réussir à atteindre cet objectif-là. Et je sais qu'il y a des gens qui le font. Il y a des personnes autour de moi dont je suis très proche qui ont eu ces débats justement dans leur couple, etc., qui ont abordé l'infidélité, qui ont abordé l'ouverture, qui ont abordé plein de sujets comme ça qui, moi, aujourd'hui, me dépassent un petit peu, je vais pas vous mentir, parce que ça ne correspond pas au modèle que moi j'ai de l'amour.
Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration, en tout cas, enfin voilà, pour ces personnes-là qui en arrivent là. Et je me dis, waouh, en fait, c'est ça. Je pense que le véritable amour, c'est ça. C'est justement de pouvoir avoir toutes ces discussions qui sont extrêmement inconfortables. Et voilà, en tout cas, c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre, aussi difficile que ça soit. Et je pense que c'est un petit peu le travail de toute une vie. Mais voilà, donc ça montre aussi que moi-même, j'ai aussi du travail à faire sur ça. Et c'est justement ce que je trouve super intéressant. Donc je sais pas ce que vous en pensez jusque-là, si vous me rejoignez ou pas, ou si je vous ai perdu, j'espère pas. En tout cas, pour continuer dans les différentes formes d'amour, il y a aussi l'amour amical. Je pense que c'est un amour qui est souvent sous-estimé, mais qui peut vraiment être profond, fidèle et inconditionnel aussi. Moi, je sais que j'ai des amis très très proches pour qui je ressens un véritable amour. Donc je sais pas en fait ce que vous en pensez, s'il y a une vraie différence entre l'amour amoureux et l'amour amical, mais moi en tout cas je pense qu'il n'y a pas une si grande différence entre les deux, en dehors du fait que dans l'amour amoureux on va désirer l'autre, alors que c'est pas le cas dans l'amour amical. Mais en tout cas sur le reste des points, je pense pas qu'il y ait une si grande différence. Il va y avoir aussi différents modèles d'amitié. Il va y avoir les amitiés soutien où vraiment on grandit ensemble, on se tire vers le haut, on se soutient, on s'apporte des choses mutuelles. En fait, on se soutient un peu quoi qu'il arrive, sans jugement, sans quoi que ce soit. On s'écoute et on est là pour s'apporter des clés les uns les autres pour pouvoir avancer ensemble et grandir. Il y a les amitiés complicité aussi, où vraiment on va être là, on va rire, on va partager l'instant, on va vivre des moments de fou, de convivialité, etc. Et il va aussi y avoir ces amitiés déséquilibrées où parfois on se donne plus qu'on reçoit ou inversement, et on reste un peu par habitude. Ça, je pense qu'on passe tous aussi dans des phases comme ça, parce que malgré tout, il peut y avoir des amitiés aussi qu'on a depuis qu'on est très jeune, des amitiés d'enfance ou de jeunesse, etc. Et en fait, avec le temps, forcément, on grandit, on évolue tous de manière différente et c'est normal. Et du coup, il peut y avoir un déséquilibre à un moment donné qui va se créer où voilà, il va y avoir un moment où la balance, elle n'est pas forcément équilibrée. Mais ça veut pas dire que l'amitié est obligée de s'arrêter. C'est que juste à un moment donné, on en est à un stade de l'amitié où la personne qu'on a en face de nous, elle a plus besoin de recevoir que de donner. Donc nous, on va plus donner et la balance, elle peut s'inverser aussi à un moment donné. Et c'est ça qui crée aussi des amitiés qui durent dans le temps. Là où ça peut s'arrêter, où ça peut être compliqué, en tout cas, c'est que quand ça va tout le temps dans un sens et que ça change pas, bon, là c'est comme dans l'amour amoureux, en fait, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de grande différence, c'est que on reste dans un échange. Et si ça devient trop déséquilibré, là, à ce moment-là, il faut se poser, je pense, d'autres questions. Ensuite, il va y avoir aussi l'amour familial. Donc ça, c'est souvent le premier amour qu'on reçoit, forcément. Forcément, ses parents, la famille, les frères et sœurs, enfin en tout cas l'entourage très proche familial. Celui-ci, il est censé, je dis bien censé, être inconditionnel, parce que c'est pas toujours le cas. Mais après, à l'inverse, il y a un petit peu une balance, c'est qu'il peut aussi être conditionné par des attentes qui sont assez hautes. J'en parlais dans l'épisode justement où je crois que c'est l'épisode précédent où je parlais des relations avec mes parents, etc. Où on peut avoir forcément des attentes très très hautes vis-à-vis de ses parents et du coup des déceptions qui sont aussi très très grandes quand ces attentes ne sont pas comblées. On peut avoir aussi des attentes, des choses qu'on attend de nous, comme je vais beaucoup parler des parents parce que c'est le premier schéma qui me vient quand je parle d'amour familial, mais bien entendu ça s'arrête pas à ça, mais les parents qui vont vouloir absolument qu'on réussisse, ça je sais que c'est un modèle qui est souvent là. Moi j'ai eu beaucoup ce modèle là par exemple avec mes grands-parents qui sont vraiment sur mes petits-enfants, il faut qu'ils réussissent, il faut qu'ils fassent des études, qu'ils aient un métier stable, etc. Donc ça met la barre un peu haut, ça peut être déstabilisant aussi. Et il y a aussi, je pense, dans l'amour familial, cette injonction de la loyauté à tout prix. Et ça, effectivement, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, où parce que c'est la famille, on doit rester loyal quoi qu'il arrive, on doit accepter certaines choses parce que c'est la famille. Et ça, bien entendu, comme j'en ai déjà parlé, moi je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est pas parce que c'est la famille qu'on doit tout accepter.
Et justement, il va y avoir ces modèles associés justement dans l'amour familial, de l'amour conditionnel, de je t'aime si tu es comme je veux que tu sois. Donc ça, c'est pas sain du tout, on est bien d'accord. Dans toutes les formes d'amour, bien sûr, mais j'ai l'impression que dans l'amour familial, c'est encore plus développé. L'amour sacrificiel aussi, de l'idée qu'aimer, c'est se taire, s'effacer. Et comme je le disais, parce que c'est la famille, accepter des choses qu'on n'accepterait pas dans d'autres formes de relations. Et aussi l'amour culpabilisant de après tout ce que j'ai fait pour toi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Alors que non, en fait, quand on donne à quelqu'un, j'en ai parlé juste avant dans les relations qui peuvent être déséquilibrées, le but, quand on le fait de manière sincère en tout cas, on donne parce qu'on a envie, parce qu'on aime vraiment la personne et pas forcément parce qu'on attend quelque chose en retour. Même si bien sûr c'est quand même cool quand on a été là pour des personnes de notre entourage, qu'elles le soient en retour. Mais en tout cas, je trouve que de culpabiliser les gens via l'amour, c'est vraiment pas sain du tout, c'est même très toxique. Et c'est pas parce qu'une personne aujourd'hui a fait des choses pour nous dans la vie, je parle dans le côté familial, mais ça peut être dans d'autres relations, que nous, on se doit de, par obligation, répondre à ce qu'on a reçu. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais voilà. En tout cas, j'ai envie de déculpabiliser un petit peu les personnes qui m'écoutent par rapport à tout ça, parce que non, on doit rien à personne en fait. Donc voilà, je pense que le vrai amour, c'est de donner quand on a envie de donner, quand on sent qu'on est en capacité de le faire, et de culpabiliser les gens quand on a donné quelque chose, je trouve que c'est pas fou en fait. Et je pense que c'est important de ne pas s'oublier justement aussi dans toute forme de relation. Et là je parle de ces modèles-là dans le modèle familial parce que j'ai le sentiment que c'est dans ce modèle-là que c'est le plus développé, mais bien entendu que ça vaut pour toutes les relations. Et de se sacrifier dans une relation, c'est pas sain pour soi-même non plus. Et justement, je vais en venir à une autre forme d'amour qui est l'amour de soi. Et je pense que c'est celui qu'on oublie le plus. Parce qu'on va toujours avoir, quand on pense à l'amour, directement avoir cette image de l'amour qu'on donne aux autres. Et en fait, on oublie tellement, tellement de se donner de l'amour à soi-même. Parce que c'est encore une fois pas quelque chose qu'on a appris. Et quand on se sacrifie, en fait, quand on pense à l'amour de soi, j'ai l'impression qu'on va beaucoup penser à de l'égoïsme. De si je me fais passer en priorité, si je me donne de l'amour, ça veut dire que je suis égoïste parce que je me donne à moi avant de donner aux autres. Et ça, je pense que c'est vraiment une injonction qui vient, encore une fois, de l'éducation, de la société, de tout ce qu'on veut, et qui est totalement fausse. Qui est vraiment totalement fausse parce que je pense sincèrement que plus on se donne de l'amour à soi, plus on va être aussi une bonne personne pour les autres. Parce qu'il y a une chose que je dis souvent, c'est que on voudrait que les gens nous aiment comme nous on les aime. Sauf que peu importe le type de relation, là que ce soit de l'amour amoureux, amical, familial, ce que vous voulez, en fait, ce qui est logique pour nous n'est pas forcément logique pour les autres. Et ça, je pense que c'est aussi important de savoir se le dire. Et quand on veut que les gens nous aiment comme nous on les aime, ça se fait pas automatiquement. C'est à nous de dire aux gens comment on veut être aimé. Parce que c'est pas inné, en fait. Si on ne dit pas aux gens comment on veut être respecté, ils peuvent pas le deviner. Si on dit pas aux gens quelles sont nos limites, ils peuvent pas le deviner. Voyez ce que je veux dire ? Je pense sincèrement que vraiment dans toute forme de relation, c'est à nous d'expliquer aux gens, comme on expliquerait à un enfant quelque chose, de dire voilà, moi je suis comme ça, voilà qui je suis. C'est être vulnérable en fait. C'est vraiment se montrer dans son essence même et de savoir, donc déjà pour pouvoir faire ça, il faut se connaître. C'est pour ça que s'apporter de l'amour à soi, c'est hyper, hyper important, de vraiment apprendre à connaître ses besoins, apprendre à connaître comment on a envie d'être aimé en fait. C'est peut-être basique, une question simple, mais pourtant, je pense que si vous vous posez la question, y a peut-être des personnes qui m'écoutent aujourd'hui qui n'arrivent pas forcément à y répondre simplement, mais justement de savoir quelles sont ses limites, savoir comment on a envie d'être traité. Et ça, c'est très important de pouvoir avoir une connaissance de soi pour pouvoir l'expliquer aux gens. Et quand on en arrive là, je pense que du coup,
on arrive à développer de plus en plus des relations qui sont saines, parce qu'on arrive à expliquer aux gens, voilà, moi je suis comme ça, voilà quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, voilà ce que moi je suis en capacité de te donner, comment on peut faire ensemble pour que notre relation elle avance de manière saine et qu'on arrive à respecter nos besoins mutuels en fait. Et j'ai le sentiment, en tout cas, quand j'observe un peu le monde, que c'est pas forcément des questions qui se posent de manière logique. Et donc, dans les modèles associés à l'amour de soi, il va y avoir, par exemple, l'amour narcissique, donc d'être trop centré sur soi au détriment de l'autre. Donc là, encore une fois, c'est une balance. C'est bien de se donner de l'amour, c'est bien de penser à soi, c'est bien de poser ses limites. Mais quand on... Tout est une question de balance, en fait. Quand on reste, on bascule dans le je pense trop à moi, bah là ça peut être aussi déstabilisant pour les autres parce qu'on n'est plus dans l'échange, on est vraiment que centré sur soi je pense que dans ce cas-là on commence à on donne moins et donc ça ne nourrit pas non plus la relation. Donc c'est bien de se donner à soi, mais aussi pour pouvoir mieux donner aux autres, en tout cas à mon sens. Et donc c'est pas justement c'est à ne pas confondre avec le vrai amour de soi. Ce que je disais avant, en fait, c'est pas parce qu'on s'apporte de l'amour et qu'on apprend à être bienveillant avec soi-même, qu'on apprend à se donner à soi, qu'on n'est pas en capacité de donner aux autres et que ça fait de nous une mauvaise personne, entre guillemets. Enfin, j'espère que vous me suivez encore. Il va y avoir aussi le modèle de l'amour aligné, où on prend soin de soi pour mieux aimer les autres, justement. Donc c'est ce que je disais avant. Là, c'est vraiment quand la balance, elle est équilibrée, de « ok, je sais quelles sont mes limites, je sais quand j'ai besoin de prendre du temps pour moi, je sais quand j'ai besoin de m'apporter telle ou telle chose. Et ça me permet de me recharger pour pouvoir être une meilleure personne pour les autres. En fait, c'est juste apprendre à me connaître pour pouvoir mieux donner aussi. Et après, il y a aussi le modèle de l'amour rejeté où je ne suis pas digne d'amour. Ça, c'est souvent hérité des blessures dans l'enfance, de je ne suis pas assez. Ça, malheureusement, effectivement, c'est que quand on a grandi dans un environnement où l'amour était trop conditionné, où on avait peut-être des parents qui étaient absents, où on pensait que justement, on devait mériter l'amour, entre guillemets, du coup, ça peut arriver dans des relations où on devient on devient nous-mêmes peut-être toxiques pour les autres, où on va s'accrocher à des conditions pour pouvoir être aimé, on va vouloir coller à des modèles qui ne nous correspondent pas pour être aimé, et on va complètement s'oublier, juste pour... En fait, on va se contenter de recevoir des miettes alors qu'on mérite beaucoup plus que ça. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Après, il va y avoir aussi la forme d'amour dont on parle peu, ça va être l'amour universel ou l'amour spirituel, si on veut l'appeler comme ça. Et là, ça c'est une forme d'amour qui est beaucoup plus vaste, qui est inconditionnelle, qui n'est pas attachée à des modèles précis en fait, où on va aimer vraiment l'autre tel qu'il est sans attente de retour. Ça, honnêtement, c'est beau. Franchement, c'est beau, mais je pense qu'effectivement, c'est extrêmement difficile parce que ça remet aussi en question un petit peu toutes nos blessures, toutes les attentes qu'on peut avoir nous-mêmes, ce qui est totalement humain. Et ça, c'est souvent ce qu'on va retrouver dans des relations, dans certaines traditions spirituelles, par exemple, ou des moments d'expansion de conscience, où il va y avoir des modèles associés comme l'amour compassionnel, c'est-à-dire on va reconnaître la souffrance de l'autre sans vouloir la changer. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé aussi. C'est parce que je sais que dans mes relations passées, j'ai eu tendance à vouloir changer l'autre pour qu'il corresponde au modèle que moi je voulais. Et ça, clairement, c'est pas sain du tout. Franchement, c'est même, on peut même appeler ça comme toxique, en fait, parce on est personne pour changer les gens. Et d'avoir justement, comme je parlais avant de l'amour de soi, travailler sur justement m'apporter de l'amour, être bienveillante avec moi-même, redéfinir justement qu'est-ce que j'attends de l'amour, quelle est ma définition à moi de l'amour, répondre à toutes ces questions-là. Ça justement, ça m'a permis de prendre conscience que l'autre fonctionne peut-être de manière différente de moi. Et quand je parle de l'autre, ça va être dans relation amoureuse, relation amicale ou peu importe. Mais de ne pas vouloir la changer. Par contre, de savoir me dire ok, la situation, elle est telle qu'elle est. Est-ce que je peux vivre avec sans changer cette situation et l'accepter et t'accompagner dans ce cheminement-là?
ou est-ce que justement ça va vraiment trop à l'encontre de mes valeurs, et là, à ce moment-là, cette relation ne me convient pas, réveille trop mes blessures, ne me fait pas grandir, ne me remplit pas, ou peu importe ce qu'on peut dire, et à ce moment-là, je vais prendre mes distances ou voire arrêter la relation. Et ça, je pense que c'est aussi important de réfléchir sur ce point-là. Mais en tout cas, je pense que le véritable amour, effectivement, c'est si ça, en tout cas, ça correspond à nos besoins et à nos limites, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est sans vouloir le changer, d'accepter sa souffrance sans vouloir la changer. Ça, c'est propre à chacun. Et quand on veut changer, quand on veut évoluer, c'est très personnel en fait. On n'est personne pour changer les gens. Et du coup, on va arriver aussi à la forme d'amour détaché. En fait, c'est vraiment aimer sans posséder la personne. Aimer la personne en la laissant libre. Et ça, du coup, je sais pas, je pense que ça va peut-être parler aussi à pas mal de gens, de se dire, ok, on a beau être en couple, on a beau être ensemble, on a beau partager notre vie, on ne possède pas l'autre, en fait. Et ça, c'est valable aussi dans des relations amicales. Il y a des relations amicales qui sont comme ça, où il y a des personnes qui vont mal vivre quand elles ont une personne, une amie ou un ami proche, que cette personne ait des relations amicales avec d'autres personnes, etc. Ça, c'est très possessif. Et forcément, c'est pas sain non plus. Et je pense que quand on aime vraiment la personne et quand on s'aime nous-mêmes aussi, on est capable aussi de laisser, en gros, entre guillemets, de la liberté à la personne, en fait, la liberté d'être qui elle est, la liberté d'avoir des relations avec d'autres personnes. Alors là, je vais arriver dans l'amour amoureux où je vous parlais avant des personnes qui arrivent à ouvrir la relation. Moi, j'arrive pas encore, j'en suis pas à ce stade-là de me dire, ok, mon conjoint, il a besoin d'ouvrir la relation, je vais le laisser aller voir ailleurs. Bon, voilà, peut-être quelque chose à explorer et à travailler chez moi, je ne sais pas. Après, si c'est quelque chose qui ne me correspond pas, je ne suis pas obligée d'en arriver là non plus. Voilà, enfin, je parle pour moi, je parle pour vous aussi. Mais en tout cas, quand je parle de liberté, c'est juste de laisser la personne vivre, faire ce qu'elle a envie de faire, et qu'on n'est pas obligé de tout faire ensemble. On n'est pas obligé on ne se possède pas, en fait, tout simplement. On est juste des êtres à part entière, et je pense que justement on se remplit plus dans la relation en se laissant de la liberté comme ça qu'en s'enfermant ensemble, en se possédant, parce que non, on ne peut pas posséder une personne, en tout cas à mon sens. Dites-moi si je me trompe. Et après, il va y avoir aussi l'amour enraciné. Donc ça, c'est un amour connecté au vivant, vraiment à plus grand que soi. Et là, on va arriver vraiment dans la spiritualité, on va être amené à croire à quelque chose de plus grand que soi. Et ça, je trouve que c'est beau aussi. Et là, pareil, c'est vraiment très, très personnel. Moi, je sais que je ne suis pas dans la religion, je ne crois pas en les différentes formes de religion, et ça, c'est vraiment très personnel. Je ne juge pas les gens qui sont dans la religion, bien au contraire, aucun problème. Mais malgré tout, je crois en quelque chose de plus grand que moi. Et c'est aussi une forme d'amour que je ressens. Voilà, donc je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dedans, mais en tout cas, c'est une des formes d'amour qui existent aussi. Et du coup, en fait, comme je le disais, il peut y avoir effectivement des déséquilibres et des relations souffrantes quand on aime, alors avec des guillemets, mais quand on aime mal, à cause d'un modèle désaligné, on peut justement être dans des modèles préétablis qui finalement ne nous correspondent pas. Et du coup, on peut se sentir un petit peu perdu dans ces modèles qui ne nous correspondent pas. Et donc, on ne va pas être en capacité d'aimer de manière sincère. Parce que je pense que dans ces cas-là, on peut aussi se mentir à soi-même. Donc, quand on n'est pas honnête avec soi, c'est difficile d'être honnête dans la relation. Il va y avoir aussi les relations codépendantes. Comme j'en parlais avant, les relations sacrificielles. Et ça peut créer vraiment des schémas répétitifs je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes, mais il y a beaucoup de gens qui se disent, mais pourquoi j'attire systématiquement ce genre de relation ? En fait, c'est souvent parce qu'il y a quelque chose chez nous qui n'est pas réglé. Quand on tombe dans des formes de codépendance dans la relation, ou à l'inverse des relations sacrificielles où on va avoir ce syndrome du sauveur, on va attirer à nous ce genre de personnes. On va attirer à nous des personnes qui ont des blessures, etc., ou justement, quand on a beaucoup de dépendance affective, on peut avoir tendance à attirer des personnes à l'inverse qui vont être très fuyantes. Donc ça va nous faire souffrir, à chaque fois ça va raviver cette blessure. Et donc là, ça vient donner un message
de si ça se répète, que là, il y a peut-être quelque chose à travailler en nous. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai fait dans cette période où je me suis retrouvée seule, où je me suis posé vraiment ce genre de questions de pourquoi j'attire ce genre de relation, pourquoi ça réveille ces blessures-là chez moi. Et c'est là que je suis allée, j'ai mis un peu la lampe frontale et que je suis allée creuser. Et je sais que ça m'a beaucoup aidée. Alors je dis pas que tout est réglé aujourd'hui, que je suis un être de lumière, pas du tout. Mais en tout cas, ça m'a aidée à prendre beaucoup de recul et à créer des relations qui sont aujourd'hui complètement différentes par rapport au schéma que j'ai pu connaître par le passé. Donc c'est pas une chose facile, mais en tout cas, à mon sens, c'est quelque chose qui est très intéressant à aller explorer. Et je pense qu'il y a vraiment ce besoin de rééduquer notre manière d'aimer, en fait, de vraiment sortir de ces schémas qu'on nous a inculqués et de se dire qu'en fait, c'est OK. C'est pas parce qu'on sort du schéma préétabli que j'ai dit avant, le couple hétéro, exclusif, la relation durable homme-femme, c'est pas parce qu'on sort de ce schéma-là qu'on est une mauvaise personne et qu'on n'est pas bien et qu'on n'est pas normal ou je ne sais quoi. En fait, je pense que c'est vraiment important de se dire que aujourd'hui on est en 2025, alors malheureusement il y a encore beaucoup de travail à faire sur ça, mais on n'est pas obligé d'aimer de cette manière-là, en fait. Et par contre, je pense, on va en venir au point de ce qui est réellement important, en fait, c'est vraiment de savoir poser les bases. Je pense que, voilà, comme je disais avant, en fait, on dit souvent qu'il faut apprendre à se connaître et à connaître l'autre, mais on oublie, nous, de se faire connaître, en fait. On oublie justement de partager ce que l'amour représente pour soi et en fait, c'est comme si maintenant on donnait un dictionnaire de nous-mêmes aux gens. Et ça, on oublie souvent de le faire dans les relations, en fait. On va souvent poser des questions, même quand vous avez un date, par exemple. Là, vous êtes en date, vous allez poser plein de questions à la personne que vous avez en face de vous. Voilà, comment tu es, comment tu vois les choses, etc. Mais on va pas forcément se poser ces questions à nous-mêmes. Et pour ça, à mon sens, c'est hyper important pour poser les bases. Parce que le risque, du coup, quand on pose pas les bases au début, c'est d'aimer dans les deux sens d'une manière totalement différente et d'arriver à un moment où on se comprend pas, en fait. On va déceler des choses on va décrypter un petit peu un langage de l'amour qui est différent d'une autre chez la personne en face. Donc pour nous, des choses que la personne fait, ça veut dire alors que non, en fait. Et ça, je l'ai beaucoup vu dans des schémas où, par exemple, je sais pas, maintenant, une personne que vous allez rencontrer va vous présenter à ses amis. Du coup, ça veut dire qu'elle veut forcément une relation exclusive, une relation durable avec vous, alors que pour la personne en face, ça veut pas forcément dire que c'est le cas. Donc, c'est ça qui peut créer un déséquilibre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pour ça, à mon sens, c'est vraiment très très important de poser les bases dès le début et de parler ouvertement de ce genre de choses et pas de faire de raccourcis. Dans le sens où si la personne fait ça, ça veut pas forcément dire ce que nous on pense. On a tous un langage de l'amour différent, on a tous une manière de s'exprimer qui est totalement différente, et ce qui est logique pour nous n'est pas logique pour l'autre. Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète parce que c'est super important à mon sens. Donc, pour aller un peu parce que là, j'ai l'impression que je pars un peu dans tous les sens, mais pour expliquer les choses de manière plus concrète, il y a des exemples de ce qu'on peut dire ou demander en début de relation. Donc déjà, pour définir ce qu'est l'amour pour l'un et l'autre, on peut demander à la personne en face ou dire, par exemple, pour moi, aimer, c'est être là même quand c'est difficile. Voilà, il y a des personnes pour qui c'est pas le cas, en fait. Encore une fois, ça fait pas d'elles des mauvaises personnes. C'est juste qu'elles ont une vision différente de l'amour et donc qui nous correspond pas forcément, et c'est ok. Mais ça peut paraître logique, en fait, de dire pour moi aimer quelqu'un c'est être là même quand c'est difficile, mais parce que effectivement dans mon cas, c'est ce que je pense aussi, mais il y a des personnes pour qui c'est pas le cas, et ce point-là, par exemple, il peut être très intéressant à aborder dès le début. Ou on peut dire aussi je me sens aimée quand on me montre de l'attention dans les petits gestes. Ça, c'est super intéressant aussi parce que ça, je vous en ai parlé aussi déjà dans un autre épisode. Il y a différents langages de l'amour. Donc, il y a un livre qui existe là-dessus. C'est les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, je vous en ai déjà parlé, où on va avoir différents langages de l'amour. Alors, à mon sens, il y en a plus que 5, même. Il y en a bien plus que ça. Mais effectivement, il y a des langages prédominants qui existent beaucoup. Et en tout cas, les petites attentions, ça en fait partie.
Moi, je sais qu'effectivement, je suis une personne qui va transmettre et montrer mon amour dans les petites attentions. C'est l'un de mes langages de l'amour. Il y a des personnes pour qui c'est pas du tout le cas. Et donc, c'est pas parce que la personne, votre langage de l'amour, c'est les petites attentions, que comme la personne en face, c'est pas son langage de l'amour, elle va pas avoir de petites attentions. Ça veut pas dire qu'elle vous aime pas. Mais ce qui va être intéressant, c'est de savoir déceler quels sont ses langages de l'amour à elle, et qui vont peut-être pas vous paraître logiques dès le début parce que ça fait pas partie des vôtres, mais ça va vous permettre de vous dire ok, c'est pas parce que elle fait pas ça qu'elle m'aime pas. En fait, je pense que ça c'est super important aussi. Ce qu'on peut dire aussi, c'est par exemple l'amour pour moi, c'est pas la fusion, c'est deux personnes libres qui choisissent de marcher ensemble, par exemple. C'est ce que je disais avant en fait quand je parlais de liberté. Il y a des personnes pour qui l'amour ça va être ok, on avance ensemble, mais on a chacun notre chemin et par exemple on vit pas ensemble, ou par exemple on ne dort pas ensemble. Il y a des couples comme ça qui sont ensemble depuis des années, qui ne vivent pas ensemble, qui ne dorment pas ensemble et qui sont extrêmement épanouis comme ça. Et c'est ok, c'est génial. Mais si vous, par exemple, votre conception, c'est à un certain stade de la relation, on s'installe ensemble et on dort ensemble et que c'est logique pour vous, si en face de vous, vous avez une personne qui est pas dans ce schéma-là, ça va être déséquilibré. La relation va pas être épanouie, en fait. Voilà pourquoi j'explique un petit peu tout ça. J'essaie de vous donner des exemples pour voir, pour que ce soit un peu plus parlant. Et ce qui est important aussi, c'est de parler de ses besoins et de ses limites. De dire, mais ça vraiment, je le dis souvent aussi, mais quand vous rencontrez une personne, vraiment, mais please, s'il vous plaît, dites aux gens qui vous êtes. Vraiment, autorisez-vous à être vulnérable dès le début, parce que vraiment, je sais que c'est pas un exercice qui est facile de se montrer vulnérable, surtout au début, mais je pense que ça va vous éviter beaucoup de souffrance pour la suite. À mon sens, il vaut mieux prendre le risque de se montrer vulnérable dès le début et de savoir où on va, plutôt que d'avoir un petit peu des non-dits comme ça et de découvrir les choses par la suite. Donc de dire à une personne « j'ai besoin de temps seul régulièrement, même si je t'aime beaucoup », ou j'ai besoin de me sentir écoutée sans être jugée quand je traverse un moment difficile », ou encore je suis pas à l'aise avec les démonstrations en public, mais ça veut pas dire que je t'aime moins. Je pense que ça, c'est super important, en fait, parce que sinon, on va avoir tendance à avancer dans la relation et se faire un petit peu des idées reçues de « oui, mais s'il fait pas ça, ça veut dire qu'il m'aime pas » ou se sentir pas épanoui, ou alors que ses besoins soient pas comblés. Et en fait, ça, c'est tout simplement parce que les besoins n'ont pas été exprimés dès le début. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est poser des questions à l'autre, tout simplement, de comment tu te reconnais quand tu es amoureux. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser à soi-même déjà aussi pour commencer. Comment on se reconnaît quand on est amoureux ? Comment on sait qu'on est amoureux ? C'est quoi pour toi une relation saine ? Tu te sens aimé comment en fait, toi ? C'est quoi ta manière de gérer les conflits dans une relation aussi ? Toutes ces questions, je pense que dès le début de la relation, c'est super. On n'ose pas les poser parce qu'on a peur de se montrer vulnérable, on a peur de montrer une image qui correspond pas et de se dire « Ah, mais en fait, si je colle pas à ce que l'autre veut, du coup, la personne, ça va la faire fuir. » Mais vraiment, je pense qu'il vaut mieux que la personne fuit dès le début, même si ça fait un peu de mal à l'ego, et qu'on se rende compte mutuellement qu'on ne se correspond pas, plutôt que d'avancer dans la relation et vraiment de construire quelque chose. Et ça va être encore plus douloureux par la suite si dès le départ on n'ose pas poser les bases, en fait, tout simplement. Je pense que vraiment ces échanges, ils peuvent sembler un peu trop sérieux peut-être au début ou intenses, je sais pas. Mais en réalité, on le fait pas assez souvent et pourtant ils sont vraiment libérateurs. Et c'est comme ça, je pense, qu'on pose vraiment les bases d'une relation saine et qui peut durer dans le temps. Vraiment. Voilà, je suis en train de m'éparpiller un petit peu, mais en gros, je pense que je vais en arriver à la conclusion parce que c'est long encore. Mais en gros, à mon sens, aimer, c'est pas deviner, c'est communiquer. Mais communiquer pour de vrai. Genre vraiment, c'est se montrer vulnérable, se poser les bonnes questions, oser se montrer tel qu'on est. Et pour ça, c'est aussi savoir qui on est. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, c'est important de passer par une phase où on arrive à aimer, à s'aimer quand on est seul.
Et ça, je suis assez d'accord avec ça, parce que vraiment, pour être passée par une phase de ma vie où j'ai tout le temps enchaîné les relations, où j'ai toujours été en couple, je n'ai pas appris à m'aimer seule, et donc je ne savais pas quels étaient mes besoins, et je n'arrivais pas à construire des relations qui étaient vraiment saines. Donc vraiment, je vais le répéter, mais c'est comme une devise pour moi, c'est aimer, c'est pas deviner et faire des raccourcis, c'est vraiment se parler, c'est communiquer. Voilà. Donc pour conclure tout ça, euh, je vais conclure voilà, cet épisode avec en faisant des petits points là, de tout ce qu'on s'est dit, de vraiment se demander comment créer une relation, en tout cas une vision plus alignée et saine de l'amour, se poser des questions de quelle est ta définition de l'amour, mais vraiment je pense que c'est super important et c'est pas évident d'y répondre. Et est-ce que cette vision, elle t'appartient vraiment? Est-ce que cette vision, elle est vraiment à toi ou c'est quelque chose qu'on t'a inculqué quand tu étais plus jeune? Et voilà, je pense que ça peut être intéressant de faire un petit exercice comme ça d'introspection, de se poser ces questions. Pourquoi pas même, je sais pas, faire un espèce de journal où tu vas écrire et répondre à tes questions. Enfin, fais-le de la manière qui te correspond le plus. Mais se poser ces bases, ces questions de base et prendre le temps pour pouvoir y répondre, pour ensuite pouvoir dire à l'autre, bah ok, en fait, moi je suis comme ça, voilà quels sont mes besoins. Toi, tes besoins, c'est ça, ça, ça. Ben, est-ce qu'on va réussir à trouver un terrain où on va pouvoir combler les besoins de l'un et de l'autre? Et c'est pas parce qu'on est totalement différent qu'on peut pas s'apporter quelque chose. Donc voilà. Je pense qu'on croit souvent qu'il existe qu'une ou deux formes d'amour, mais en réalité, je pense que l'amour, il prend 1000 visages. Et en fait, ce qui crée des déséquilibres, c'est souvent de confondre ces différentes formes ou de se conformer à un seul modèle, alors que finalement, il y en a plein. Et l'enjeu, c'est peut-être de redéfinir justement l'amour selon ce qui nous fait du bien et pas selon ce qu'on nous a appris. Voilà. Je pense que c'est le mot de la fin. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est long épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a amené à des réflexions comme ça peut en amener chez moi aussi. Et en tout cas, je suis vraiment ouverte aux discussions, encore une fois, dans mes messages privés sur Instagram. Vraiment, j'insiste à chaque fois parce que je sais qu'il y en a plein qui n'osent pas venir me parler, mais au contraire, moi, ça me fait trop plaisir de discuter de ça avec vous et de voir en fait si on est d'accord, si on n'est pas d'accord, quelles sont les visions différentes des autres. Et c'est comme ça qu'on grandit, je pense, c'est en s'apportant mutuellement des choses. Donc vraiment, venez me voir en message privé pour en discuter si vous en avez envie, ça me ferait super plaisir. Et en tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir été là pour m'écouter, d'avoir pris le temps de m'écouter et j'espère que ça vous a plu. Pensez à noter cet épisode aussi parce que ça m'aide beaucoup et si ça vous a aidé aussi, vous pouvez partager cet épisode à une personne qui peut en avoir besoin. Donc voilà, je m'arrête là. En tout cas, je vous remercie encore beaucoup. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.